Bonjour, merci de nous avoir rejoints sur cette conférence. D'abord, en premier lieu, je voudrais excuser le président Chira de ne pas être parmi nous. Il n'a pas pu se rendre, en effet, sur le salon. Il ne sera là que demain. Donc, je souhaite partager avec vous certains éléments de l'état des lieux de la filière au sens de nos nomenclatures INSEE. Je voudrais quand même le repréciser. Et dans ce que je vais vous livrer est plutôt un socle de réflexion qu'une analyse statistique fine, et je vous expliquerai pourquoi, compte tenu de la, je dirais, de la vision que l'on se fait du modèle des entreprises, dont certaines sont parmi nous sur ce salon. Alors, je vous rappelle déjà de quoi on parle. Le secteur des industries graphiques, et vous allez le voir dans les tableaux, a évolué au fil du temps dans le champ de son activité. Et les trois codes d'activité fondamentaux, c'est-à-dire pré-presse, impression, finition, aujourd'hui sont représentatifs du cœur de métier encore, mais autour de ces trois champs cohabitent toutes sortes d'acteurs qui ne relèvent pas de notre champ professionnel et qui ne sont pas mesurés, qui ne sont jamais mesurés parce qu'il n'y a pas de statistiques industrielles dignes de ce nom sur les éléments que je vais vous présenter. C'est très important d'avoir ça en tête parce que vous allez voir des ruptures au fil du temps. Les industries graphiques que vous avez connues dans les précédentes éditions de Graphitech, il y a très longtemps, n'est-ce pas, c'était une industrie graphique encore plus atomisée qu'aujourd'hui, une industrie graphique qui produisait pas loin de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires ou l'équivalent. Aujourd'hui, bien évidemment, vous allez voir que la voilure est beaucoup plus resserrée et qu'on a deux phénomènes que l'on est en train d'identifier ici, une atomisation qui s'accélère, c'est-à-dire qu'on sent bien que fondamentalement dans les bassins, les toutes petites unités qui parfois sont proches de nos codes et interpénètrent avec le champ de la communication sont présentes sur le territoire, et une concentration par le haut qui est une concentration soit voulue, soit subie. Évidemment, ça a des conséquences sur le volume traité, et ça a des conséquences sur l'accompagnement que l'on doit aux entreprises et que vous allez voir un petit peu dans les constats que l'on fait. Alors, quand on dit que le secteur est en phase de transition culturelle, générationnelle et technologique, culturelle, parce que l'apport du numérique, non pas en termes quantitatifs, mais en termes qualitatifs, a complètement changé la donne du continuum graphique de l'amont à l'aval. Deuxièmement, générationnel, parce que l'âge moyen des dirigeants des toutes petites entreprises, je vous rappelle que la taille moyenne des entreprises, c'est 15 salariés et entre 1,7 et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est ça le secteur industrie graphique au sens de l'ADN pur. Évidemment, ce sont des dirigeants dont certains sont plutôt en phase de transmission, soit par voie de grappe, c'est-à-dire je dirais de rapprochement avec des unités complémentaires, additionnelles, soit en cession, soit en dévolution successorale dans la famille, avec le modèle qui va bien. Pour autant, je ne vous cacherai pas, atomisation, difficulté de transmission, c'est un handicap majeur et un frein aux logiques industrielles. Vous le savez, on l'a dit plusieurs fois, et il va falloir un petit peu se pencher sur ce qui s'est passé derrière tout ça. L'activité de production de l'offre nationale France, qui a atteint son pic en l'an 2000, n'a fait que décroître en volume et bien entendu en tonnage traité depuis 15 ans. Gilles, qui est là, me dirait qu'il y a une phase de stabilisation, vous allez le voir, notamment sur les dépenses publicitaires. Pour autant, quand on voit le décrochage, il faut aller vite comprendre ce qui s'est passé dans un secteur nomenclaturé comme il est là. Je crois qu'il serait vain de faire de la théorie sur le sujet. On a encore à peu près 4000 établissements producteurs. On a 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce chiffre d'affaires ? Premièrement, pour faire le même chiffre d'affaires, il faut beaucoup plus d'efforts immatériels que matériels. Beaucoup plus d'efforts de marketing que par le passé. Beaucoup plus d'efforts pour répondre à des appels d'offres. Donc en fait,
cette espèce d'investissement immatériel des entreprises qui ne se traduit pas en facturation immédiate parce qu'il y a beaucoup d'amont, eh bien, c'est tout à fait la problématique d'un secteur hybride qui a un outil industriel que vous voyez là, enfin, que vous auriez pu voir là naguère, je dirais des outils lourds, et puis une tertiarisation totale. Et cette tertiarisation-là, elle se vend incontestablement, mais elle demande un effort colossal parce que c'est la culture du projet et pas de la réponse immédiate à un besoin explicite. Tout besoin implicite, c'est la culture du projet, et ça ne se traduit pas immédiatement en facturation. Cette culture-là, qui n'existe ni en Belgique, ni en Allemagne, ni en Italie, pour des raisons totalement différentes, c'est-à-dire un marquage au sol différent, une approche du marketing de l'offre beaucoup plus forte, avec un chiffre d'affaires beaucoup plus riche, est un poids dans les industries graphiques françaises, incontestablement. Mais je le dis parce qu'en termes de tonnage traité, évidemment, quand vous voyez le décrochage, vous pouvez vous dire, est-ce que ce n'est pas le déclin d'un secteur? Pas du tout quand vous rapprochez les clients majeurs et les acteurs en face. Je vous rappelle qu'il y a 15 acteurs qui dominent le monde de la rotative, des 3 plus grands jusqu'à 12 moyens derrière, et ceux-ci traitent entre 10 000 et 100 000 tonnes de papier. Quand vous regardez, vous rapprochez ça au décrochage de 1 million de tonnes depuis le 2008, on est passé de plus de 3 millions de tonnes à 2 millions en gros, vous vous apercevez très très vite que la moindre modification dans un marché, les 2 plus grands, vous les connaissez, périodique, communication, la moindre modification, tout de suite, c'est un aspirateur à vide et le secteur souffre de cette tourmente du haut de la branche. N'allez donc pas croire que c'est l'entier du secteur qui est impacté, mais néanmoins, le haut de la branche industrielle souffre de cette tendance à retirer des périodiques qui étaient des périodiques majeurs, construits autour de cahiers à haute valeur ajoutée. La moindre baisse publicitaire sur un hebdo, c'est un cahier en moins, avec tout ce que ça comporte, vous le savez, sur l'impact sur les rotatives qui sont taillées pour faire de la volumétrie. C'est la même chose pour le catalogue. Même chose. C'est la même chose pour l'imprimé publicitaire qui, au moins pour 50%, est parti à l'étranger. Cette culture-là, haut de la branche, insuffisamment concentrée, insuffisamment optimisée, et bas de la branche, trop atomisée, donne cette espèce d'étau que vous voyez dans les statistiques. Cette atomisation, on vient de le dire, elle existe dans d'autres pays, bien évidemment. En Italie, c'est encore plus important, mais ils ont su se saisir d'une offre globale qui n'est pas encore, je dirais, diffusée dans les industries graphiques françaises. Attention toutefois, pour bien réfléchir à ce que je disais dans mon propos liminaire, à savoir les nomenclatures. Quand vous voyez ce tableau-là, bien évidemment, et quand un financier voit ce tableau-là, quand le secteur bancaire voit ce tableau-là, qui rapproche ce tableau-là des résultats financiers du secteur, c'est-à-dire une sous-capitalisation, une difficulté à créer de la valeur, une grande difficulté à rapprocher des entreprises parce qu'elles sont sous-capitalisées et qu'elles n'ont pas de surface financière, et qu'on regarde le profil du secteur, on peut considérer, en effet, qu'on est sur un décrochage moyen, 3, 4, 5% par an, et que quelque part, c'est de la perte de valeur. Pas certain. Premièrement, parce que tout autour de nous, je le disais, en amont et en aval, il y a des acteurs qui produisent de la valeur et qui ne sont pas dans le champ des industries graphiques. Ceux qui traitent les fichiers numériques, ceux qui impriment du numérique et qui viennent du métier de la personnalisation et du routage. Tout ceci ne sont pas dans le champ de la communication au sens des nomenclatures INSEE. Je vous rappelle que les nomenclatures INSEE, c'était des nomenclatures de produits, c'est devenu des nomenclatures d'activités dans lesquelles c'est un fourre-tout, dans lequel on se marche sur les pieds.
je vous fais grâce de toutes les modifications qui ont eu lieu depuis de longues années, qui nous permettent d'avoir un outil, certes, mais ne croyez pas que ce que vous voyez là symbolise la communication globale au sens de l'amont à l'aval. C'est faux. Vous n'avez pas la communication visuelle dedans. Vous n'avez pas la PLV dedans. Vous n'avez pas toutes les communications additionnelles qui préparent l'impression et qui échappent à notre champ et qui étaient naguère du pré-presse. Aujourd'hui, ceux qui traitent des données numériques, ceux qui traitent de la data et qui les basculent sur le secteur graphique quand l'application est du print, échappent au code 1812Z. Ce qui implique que des statistiques industrielles devraient se pencher sur la structuration de ce secteur pour qu'il soit dans la communication et qu'il reflète, en termes de prestations facturées, l'entier de la valeur du secteur. Là, vous avez le secteur des 3 codes NAF, je vous le rappelle, c'est-à-dire impression, pré-presse, impression, finition. Et si je m'arrête un instant sur la finition, évidemment, si on ne traite que de la brochure industrielle, c'est le monument aux morts. Et si on va plus loin et qu'on regarde toutes les valorisations du produit qui sont faites par le post-presse, ce n'est pas dans le secteur graphique au sens de la nomenclature. Ça veut dire que demain, si une vernisseuse numérique est la propriété de tel ou tel de mes adhérents de l'UNIC et qu'il valorise un produit dans un centre de profit dédié, ça ne sera pas le champ de la communication. Or, c'est de la valeur et ça échappe à ce contrôle-là. Important, on est bien là sur des nomenclatures établissement, producteur, labeur. Bien sûr, on ne peut pas échapper à ce qu'on disait sur la baisse des effectifs salariés. Pour autant, même si les effectifs salariés baissent, les compétences clés nouvelles qui sont entrées dans le secteur ont beaucoup de valeur et ça se construit de 3 manières. Premièrement, il y a une automatisation importante avec une réorganisation de l'équipage sur la machine, incontestablement. Vous avez donc des machines à calage très rapide, totalement automatisées, et un homme suffit à piloter une presse polychrome à calage automatique, ce qui n'était pas le cas au début du cycle, n'était pas le cas. Des compétences clés sont nées, qui sont plus des fonctions que des postes. Évidemment, ce sont des postes qui frisent l'encadrement, c'est-à-dire ce sont des experts. Et dans la population ouvrière classique, qui reste majeure, bien sûr, ils apparaissent, bien évidemment, mais ils apparaissent parce qu'ils créent de la valeur à un autre niveau que celui qui conduit la machine. Pour autant, ce que vous voyez là, dans la baisse des effectifs salariés, ça pose un problème de représentativité important et de renouvellement des compétences. L'âge moyen des dirigeants dont je parlais tout à l'heure est à peu près semblable à l'âge moyen des salariés. Et ça, comme il y a des mutations technologiques que vous connaissez, ces ruptures-là sont difficiles à accompagner avec du personnel qui est en cours de départ, en quelque sorte. On parlait de l'approche générationnelle, culturelle. On sait pertinemment qu'il y a autant de modèles que, je dirais, pas d'entreprises, mais au moins, je dirais, dans les bassins de leaders, en quelque sorte. Tout ce qui existe dans d'autres secteurs existe dans le secteur graphique avec son histoire. Les ruptures ne sont plus sous le contrôle des industries graphiques. C'est le digital qui a imposé un autre mode de fonctionnement, pas en direct, hein, mais qui impacte terriblement l'hyper-réactivité demandée au secteur, l'hyper-réactivité, le fait qu'aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir un continuum graphique de l'amont à l'aval, alors qu'avant c'était totalement segmenté, et les machines qui sont là, en pré-presse notamment, le prouvent encore plus. Par contre, quand je dis que la taille moyenne de l'entreprise du secteur, c'est 15 salariés, et 1,5 million, c'est un peu plus même, faut ramener ça, si je puis dire, au territoire. La taille moyenne des entreprises qui sont là, naguère, c'était une zone de chalandise de 25 km. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Ces entreprises-là sont confrontées à des appels d'offres
moins 10 ans, y compris celles-ci, n'est-ce pas, qui sont obligées d'y répondre et d'essayer d'optimiser leur process et hélas, vendent du tour machine. Vendent du tour machine avec tous les gains de productivité qu'elles ont faits et dont certaines techniques d'achat bénéficient ou profitent. Donc ça touche également les toutes petites entreprises. On a donc un processus qui peut être dangereux, c'est-à-dire que l'approche hyper concurrentielle touche les toutes petites entreprises de notre secteur purement familial. Les défis sont nombreux, on l'a dit, on pourrait en parler à l'envi. Je pense sincèrement que quand on voit, nous on a 1000 adhérents qui représentent à peu près 75% du chiffre d'affaires de la branche, il y a un mouvement de concentration très intéressant de petites et moyennes entreprises qui, avec 2 ou 3, font une avec un portail très diversifié. Les entreprises de 1,5 million se regroupent avec des entreprises de 2 et font tout d'un coup, je dirais, une synergie assez sympathique avec, à l'heure du web-to-print, des portails qui optimisent complètement leur valeur. Ça, c'est un des axes de développement du secteur qui, d'ailleurs, que je vois se concentrer sous nos yeux avec la surface capitalistique qui va bien, qui changera, je vous le rappelle, l'œil des financiers sur notre secteur. Alors, on a parlé du choc des compétences. Maintenant, évidemment, la balance commerciale, je suis toujours mal à l'aise sur la balance commerciale industrie graphique, car elle est à la fois représentative d'un mal-être et d'une inaptitude fondamentale, et également pas représentative. Parce que fondamentalement, je sais pertinemment, dans le haut de la branche, qui est concerné par ce déséquilibre. C'est clair, le périodique, une grosse partie des éditeurs de presse sont des capitaux étrangers. La communication, une grosse partie de la communication grande distribution est entre les mains d'intermédiaires que vous connaissez. Le livre, on sait pertinemment que la chaîne du livre est impactée par ce que vous connaissez, c'est-à-dire l'absence, enfin, tout au moins la déshérence du post-presse, donc de la reliure, et une sorte de constat un peu triste, d'absence totale de patriotisme économique, pas de civisme économique, aucun, avec une domination très forte de 2 ou 3 grands éditeurs qui fondamentalement ne fonctionnent que sur la base d'appels d'offres, on va dire, très liés à un seul critère, même s'ils en rajoutent d'autres, qui sont des critères environnementaux. Et c'est un travail de fond qu'on essaie de mener avec ce qui sera annoncé sur ce salon par la DGE et l'UNIC sur le plan d'action livre que l'on a monté. Pour autant, on n'est pas au bout du bout. Le livre est terriblement déficitaire. Alors arrêtons les fantasmes, ce n'est pas la Chine qui est une menace, loin s'en faut. Mais pas du tout même. Et en plus, ça s'accélère à l'inverse. C'est-à-dire que la structure des coûts salariaux de la Chine côtière, il y a 5 ans et aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même chose. La parité, bien évidemment, monétaire que vous connaissez, est à la dérive en faveur de l'Europe. Mais néanmoins, à chaque fois qu'il y a un retour du livre sur notre continent, c'est sur l'Europe de l'Est que ça va pas en France. Et pourtant, toute la créativité est ici, vous le savez. Les designers sont ici, le choix des couvertures, c'est ici, le choix du papier, c'est ici, les maquettes en blanc, c'est ici. Mais le livre est totalement déficitaire dans sa propension à aller consolider l'offre française à l'étranger. Je ne parlerai pas du livre scolaire. En période de non-réforme de programme scolaire, les gens qui travaillent pour le scolaire sont à plat, avec tout ce que ça concerne et impacte comme sous-optimisation des outils industriels qui sont affectés à d'autres marchés et dans une logique de moins-disance. Vous voyez l'export, c'est notre caillou dans notre chaussure, un gilet à moi depuis longtemps. Méfions-nous, c'est pire que ça. C'est pire que ça. Parce qu'en fait, arrivent de pays comme la Grande-Bretagne des exports déguisés qui viennent d'ailleurs, parce qu'il y a de la coédition mondiale et parce que, en fait, les flux entrant par ce portail très libre qu'est la Grande-Bretagne impactent terriblement
je dirais, ce déséquilibre que vous voyez là. Alors, bien sûr, ce qui est vrai pour le livre l'est encore plus pour la communication, d'autant plus que nos amis des statistiques douanières ont reconnu que quelque part, il y avait des éléments qui leur échappaient et que les imports sont encore plus importants que nous ne l'avions imaginé. Donc il y a une dérive qui nécessite sans doute qu'on se reprenne tous en main. On a une responsabilité historique là-dessus. Alors, l'absence de culture à l'international, on l'a souvent dénoncé avec Gilles Gauthier. Je dis dénoncer, ce n'est pas dénoncer pour être les procureurs de quelque chose, mais très honnêtement, quand il y a de l'export, c'est de l'export indirect. Et mis à part le packaging, qui n'entre pas dans mon champ, on est dans une situation très délicate, avec des marchés très ouverts, et vous le savez, je crois que nos amis banquiers le savent, on a une offre qui nécessite d'être repensée industriellement. Elle est bonne en termes de productivité horaire du travail des salariés en fait, mais il y a un marketing de l'offre insuffisant et probablement une pratique des langues qui interdit le multidomestique. Il y a très peu de groupes en France qui ont une stratégie multidomestique, sauf dans le livre, et un peu dans l'imprimé sécurisé et le packaging, bien évidemment. Les règles du jeu communautaire inégales, je pourrais vous en parler longtemps. On a un problème de fond qui est fiscal et parafiscal. Et l'attachement à l'industrie, on croirait entendre d'autres branches, est plus fort dans des pays comme l'Allemagne, bien sûr, mais même comme la Belgique, plus fort. Et le dos au mur, ces gens exportent. Exportent pourquoi? Parce qu'en Allemagne, il y a encore une grosse partie du haut de la branche qui est tirée par la rotative offset et par l'hélio et par le catalogue. Le catalogue qui est loin d'être mort, vous le savez. Je pourrais vous en parler longtemps. Hein. Et là-dessus, le taux de pénétration de nos amis allemands sur le secteur français est énorme parce que les canons à longue portée qui sont les leurs, qui sont en train de se renforcer, en plus, tous les jours, dégradent notre situation. La concurrence intracommunautaire est féroce. Vous savez quelles aides accompagnent certains projets dès qu'ils sont à l'Est. Une aide dont d'ailleurs se revendiquent les grands acteurs industriels. Vous allez sur 3 sites connus de grands acteurs du livre, vous verrez à quel point, en haut, il y a marqué que tout ça est avec le soutien de l'Union européenne, soutien cash, n'est-ce pas? Vous imaginez ce que ça peut provoquer comme dégâts. Alors, quand on fait le scope sur tout, et je vais accélérer, on s'aperçoit très vite que la demande finale a moins décru que la production, bien évidemment, et que l'attachement aux médias papier, vous allez le voir, et c'est ça qui est un message d'espoir, est beaucoup plus important quand il y a une véritable valorisation. Les statistiques le montrent. Bien sûr, je suis incapable à l'heure actuelle, avec les statistiques que j'ai, de mesurer tous les efforts qui ont été faits au niveau matériel, l'impact du CICE dans les industries graphiques. Est-ce que ça a restauré les marges de 2014 ou est-ce que ça n'a fait simplement que maintenir des effectifs? On a tous les cas de figure. Néanmoins, comme toutes les industries de services, le CICE est positif pour les industries graphiques. Positif. Parce que toutes les entreprises qui sont en mutation et qui automatisent le bas, je dirais, quand je dis le bas, c'est vraiment la finition, et qui nécessitent de reconvertir les salariés, ont bénéficié. Parce que le taux de main-d'œuvre est très important, la composante main-d'œuvre est importante, ont bénéficié de cet accompagnement. Accompagnement à rapprocher du dispositif de suramortissement dérogatoire prévu par la loi fiscale rectificative, qui, je vous le rappelle, d'aujourd'hui à la DROPA prochaine, permettra un suramortissement intelligent, pour peu qu'on soit propriétaire du matériel, avec les conséquences qui sont associées et qui ne manqueront pas d'avoir, je dirais, un impact sur les nouveaux investissements que le secteur s'apprête à faire. Cette approche fiscale, qui est l'approche allemande, hein, c'est la même, c'est-à-dire on gère les amortissements d'une autre manière, est une aide incontestable à déflater les résultats des entreprises pour pouvoir se refaire de la trésorerie et réinvestir.
Les dispositifs fiscaux, là, sont très pertinents pour un secteur comme le nôtre. Alors, je vais aller vite. L'érosion, on l'a dit, 2008, il y a une cassure et une accélération, évidemment, mais souvenons-nous tous ensemble des acteurs qui ont disparu depuis cette période-là, des grands acteurs dont la volumétrie était importante, acteurs du haut de la branche. Disparition du groupe Québecor, il n'est resté que quelques unités industrielles devenues Circle Printers, puis ensuite, je dirais, des unités qui ont, hélas, pris le toboggan de la restructuration. Gilbert Claret, MAM, des très grands de la finition qui ont disparu, des très grands du routage qui se sont regroupés. Vous avez là tout le haut de la branche qui avait entre ses mains entre 7 et 10% du tonnage traité qui ont filé. Et sincèrement, ils sont tombés et n'ont jamais recréé de la valeur dans les bassins qu'ils occupaient. Jamais. Alors, cette contraction de l'offre de production, encore une fois, ne nous obsédons pas sur ce seul critère. Travaillons sur les surfaces imprimées, les nombres de signes de communication qu'on envoie au secteur aval, le nombre de signes de communication que l'on envoie dans toutes les campagnes avec les donneurs d'ordre sont extrêmement importants, d'autant plus qu'on décloisonne tout. Packaging, PLV, labeur, tout ceci ne doit pas être victime de ce que je dis souvent, les murs porteurs qui ont fait la maison de tous doivent être poussés pour qu'on ait une vision transverse, comme vous le voyez là. La demande finale, encore une fois, témoigne de la résistance du média papier. On l'a souvent dit, une résistance nouvelle. Mais comme on bascule sur des courtes et des moyennes séries, le matériel qui est dans les industries graphiques, vous savez, le nombre de 48 pages qui sont en train d'être bâchées, sincèrement, cette volumétrie-là, elle va nous manquer, mais il faut avoir en tête qu'on se miniaturise pour recréer de la valeur. À nous de faire cet accompagnement-là si on veut marketer une offre nouvelle. Je terminerai sur le fait que tout ce qu'on vient de dire sur le média imprimé et l'attachement, eh bien ça se prouve tous les jours, pour peu qu'on fasse de l'ennoblissement, pour peu qu'on réfléchisse aux usages, pour peu qu'on puisse travailler avec les donneurs d'ordre comme on le fait, et pour peu surtout que toutes les méthodes confiscatoires qui plombent le média papier soient mises entre parenthèses, le temps qu'on puisse ressaisir un petit peu la valeur de ce secteur, comme certains de nos amis compétiteurs ont pu le faire. C'est vrai qu'on est passé d'un mode artisanal, même quand c'était des grandes entreprises, à un mode, je dirais, d'optimisation, de lean management, d'optimisation industrielle, de réflexion sur tout ce qui, de la conception du message jusqu'à sa restitution, peut faire l'enchaînement des tâches. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on voit dans cette salle, dans ce hall, et ce qu'on voyait il y a quelques années, n'a strictement rien à voir. Le schéma d'enchaînement des tâches est complètement tourné vers l'optimisation industrielle. Ça a des conséquences. C'est-à-dire que plus on accélère la productivité, plus bien sûr ces gains de productivité sont uniquement transférés aux donneurs d'ordre. Et plus on transfère ces gains de productivité aux donneurs d'ordre, plus on s'appauvrit. Et plus on s'appauvrit, plus on est certain qu'à un moment donné, on devra essayer de se poser la question de sa recapitalisation. On pense que diversification et horizontalité dans les territoires, plus recomposition du haut de la branche, sont deux éléments centraux de la restauration de notre image auprès des donneurs d'ordre et de l'environnement financier qui doit nous accompagner. Alors, on va très vite. Je vous ai parlé du livre. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, même si on doit les corriger, parce que quand on regarde les statistiques douanières, sincèrement, on a toujours non pas des doutes, mais je ne suis pas satisfait de la façon dont on appréhende les entrants sur le secteur national. Et le livre, tel qu'il est déclaré là, avec l'absence de douane, puisque vous savez qu'il n'y a plus que des brigades volantes qui aujourd'hui exigent des bordereaux extrêmement simplifiés, c'est la même chose pour les documents de communication. On est en situation de point d'interrogation par rapport aux statistiques douanières.
On a la même chose, mais là, on pourra en parler des heures sur le magazine. Le magazine est dans une situation où quelques acteurs ont rapatrié des titres en France et s'apprêtent à le faire, vous le savez. Mais c'est à la volonté des éditeurs. Et si c'est à des prix qui empêchent de vivre les industriels du secteur, je pense que malheureusement, on aura à peu près la même situation qu'on a sur la communication publicitaire, c'est-à-dire tout ce qui est, le magazine, je vous rappelle qu'il est contractualisé. Vous ne pouvez pas rapatrier un magazine comme ça, il est contractualisé. Donc on ne peut pas se sortir d'un rapatriement de Hachette qui est fait chez Elior Charleroi, pour ne pas les nommer. C'est pas possible, c'est pas aussi simple que ça. Le travail de fond qui est mené sur le magazine, c'est l'ennoblissement et également la stabilisation, je vous le dis, des dépenses publicitaires, stabilisation. Une érosion moindre que prévu sur ce secteur-là qui reste porteur en nombre de titres créés. En nombre de titres créés. Ça ne fait pas, hélas, y compris avec l'apparition des MOOC, ça ne fait pas je dirais une volumétrie suffisante pour alimenter celle des rotatives qui sont encore non amorties à ce jour. On est donc dans une situation de transition et de reprise en main, mais de reprise en main y compris sur cette optimisation industrielle du périodique. Et puis la communication, les médias, le média publicitaire, vous savez comme moi que quand vous réfléchissez vous prenez une campagne de flyers sans adresse, qui font le tour d'Europe en quelque sorte, c'est-à-dire la grande enseigne est sur le territoire français. Elle confie une volumétrie conséquente en Espagne, en Belgique, en Allemagne, pour une diffusion locale, personnalisée. Et que l'on voit que c'est nous dirons, coût à moins 10 ans, et que ça sort de notre périmètre, alors qu'il y a des outils industriels aptes à répondre à cette demande, la question qu'on se pose, c'est de comment on peut faire pour rapatrier la communication. Beaucoup plus facile que sur les périodiques, beaucoup plus facile. Parce que si l'éditeur de périodiques a les contrats que vous connaissez, qui sont beaucoup plus longs dans les pays étrangers qu'en France, impossibilité de s'en sortir, très rare. Tandis que sur la communication, il y a des campagnes one-shot que l'on peut rapatrier en France. Il y a la sous-utilisation du matériel qui le permet aujourd'hui en France. Alors, bien entendu, tout ce travail de fond qui est à votre disposition, que l'on mène de 3 manières. Par sondage, par retraitement des statistiques. J'ai la chance d'avoir encore à mes côtés Gilles Gauthier qui, avec son œil de statisticien, me permet aussi de rectifier des données qui proviennent de l'INSEE. Je vous rappelle qu'il n'y a plus de statistiques industrielles dignes de ce nom, n'est-ce pas? On en porte un peu tous la responsabilité, les pouvoirs publics. Et nous travaillons beaucoup avec notre centre de ressources, l'IDEP, pour donner sens à la communication, prendre le pouls de tout cela, retraiter bien évidemment les données, les partager et les restituer. Je terminerai sur une approche financière. Au fil du temps, le secteur des industries graphiques a été nomenclaturé, on va dire, négativement par l'environnement financier. Parce que sous-capitalisé, parce qu'à risque, parce qu'une gestion du compte client relativement aléatoire, parce que des délais de paiement abusifs, parce que, bien évidemment, un cycle d'exploitation particulier et une rentabilité qui s'inscrit dans le moyen terme et jamais à court terme. Néanmoins, les 2 derniers exercices, nous avons la perception d'un désendettement qui est lié au désinvestissement, un désendettement progressif qui nous permet de relever la tête et d'appuyer des projets. Je ne vous le cache pas, l'UNIC est aux côtés des grands industriels qui ont investi ces dernières années, investi dans le numérique, mais numérique industriel. Hein. On est sur une approche lourde, et Dieu sait que pour nous, c'est l'avenir pour le secteur graphique, d'être décloisonné, hybride, avec des nouveaux outils. Lesquels outils pourront apporter un retour sur investissement aux donneurs d'ordre immédiat
alors que nous étions sur une approche où on nous accusait de ne pas avoir d'outils de mesure du retour sur investissement pour les donneurs d'ordre. Tout ça, qui pourrait être complété par de nombreux slides sur les bassins, bien sûr, est à la disposition de tout le monde. Il n'empêche qu'il nous manque quelque chose de très important. On sent que la tendance est à la stabilisation, vous le verrez cet après-midi, sur les dépenses publicitaires. Stabilisation est une sorte de réincarnation du rapport de la publicité avec le média papier, à l'exception de la presse, bien sûr, comme vous l'imaginez. Il n'empêche que ceux qui se posaient des questions il y a encore quelques années sur le média comme publicitaire et qui inventaient, je dirais, des fantasmes digitaux, ont aujourd'hui, avec les grandes enseignes de la distribution, reconnu que le média papier était structurant d'une autre approche. Et en ce qui me concerne, je ne me satisferai jamais du terme complémentaire, parce que dans la complémentarité, c'est le poids pondéré des deux membres qui est important. La complémentarité avec le digital, si c'est sur être le porte-bagages du digital, ça n'est pas évidemment la posture qui est la nôtre. Nous considérons que le papier d'émotion, le papier de transfert de connaissances, d'images et d'informations est un portail de contenu essentiel à l'heure du numérique. Merci de votre attention.